Force-toi à changer et commence à conduire ta vie comme quelqu'un qui n'accepte plus de vivre dans l'improvisation. Prends des décisions aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà tout mis en ordre, comme quelqu'un qui ne négocie plus avec sa propre désorganisation, parce qu'il arrive un moment où continuer comme tu es coûte plus cher que changer. Pense à cela avec clarté. Si ta vie était en ordre, si ton esprit était aligné et tes priorités bien définies, comment agirais-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu arrêterais de tolérer? Quelle décision cesserais-tu de repousser? Et surtout, qu'est-ce que tu aurais enfin le courage de couper? Il existe un point de bascule silencieux dans ce processus, parce que lorsque tu te forces à changer, tu sors du cycle de la confusion et tu entres dans un état de direction où chaque action commence à avoir du poids. Chaque choix commence à construire quelque chose de réel et pas seulement à occuper ton temps. Celui qui accepte de vivre dans le désordre s'habitue au minimum, se perd dans des distractions, se retrouve enfermé dans des cycles qui ne mènent nulle part. Mais celui qui décide de remettre sa vie en ordre commence à agir avec intention, commence à éliminer l'excès et transforme la discipline en liberté. Aujourd'hui, cette vidéo parle de cela, forcer le changement. Tu vas comprendre comment appliquer des pratiques simples, mais stratégiques, peut réorganiser ton esprit, aligner tes actions et faire passer ta vie du chaos à la clarté. Et la première action commence maintenant. Écris ici en bas. J'agis avec discipline. Surtout si tu as l'habitude de tout remettre à plus tard parce que c'est le premier mouvement contre ce qui te bloque, l'inertie. Aucune vie ne s'organise sans action consciente. Maintenant, commençons. Pratique 1. Concentre-toi sur la construction de ta vie. Tu peux porter de grands rêves en toi. Tu peux avoir des plans clairs, des attentes élevées, mais si ta journée n'a pas de direction, ta vie non plus n'en a pas. Parce que ce n'est pas ce que tu planifies qui définit ta vie, c'est ce que tu répètes chaque jour. Il est très facile d'avoir de l'espoir et de passer des années sans rien construire. J'ai déjà été là, je sais à quel point c'est humain. On a l'impression d'être toujours occupé, de courir, de résoudre, d'essayer de tout gérer mais jamais d'avoir le contrôle. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu réponds à ce qui arrive, tu règles l'urgent, tu évites le difficile, tu te distrais quand tu fatigues. Et à la fin de la journée, la sensation est toujours la même. De la fatigue sans avancer. Tu as fait beaucoup de choses, mais rien qui ait vraiment changé ta vie. Et c'est là le point que presque personne n'admet. L'activité n'est pas le progrès. Tu peux être en mouvement toute la journée et pourtant être arrêté au même endroit. C'est parce que ta journée n'a pas été conduite. Elle a été consommée. Et le temps ne négocie pas avec ça. Que tu sois jeune, motivé ou plein de regrets, il répond impitoyablement à tes actions. C'est cela qui compte. Tes habitudes ne sont pas neutres. Elles ne sont pas juste en train de t'accompagner. Elles sont en train de décider pour toi. Elles décident où va ton énergie. Elles décident à quoi tu penses. Elles décident en quoi ta vie se transforme. Aucune habitude ne semble avoir ce pouvoir au moment où elle se répète, mais c'est d'elle que naît ton chemin. C'est comme tracer une ligne tous les jours au même endroit. Au début, ce n'est qu'une marque. Ensuite, cela devient une direction. Et à la fin, tu ne te rends même plus compte que tu ne sais marcher que par là. Et c'est exactement pour cela qu'Épictète disait « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut faire. » Parce que ce n'est pas une phrase sur l'identité, c'est une instruction de pratique. D'abord tu définis, ensuite tu agis et ce que tu fais, tu le répètes. Et ce que tu répètes te construit. Mais presque personne ne fait ça. Parce que la majorité essaie de changer de vie, sans changer ce qu'elle répète tous les jours. Elle veut un résultat différent, en vivant de la même manière. Elle veut la paix, mais ne crée pas de discipline. Elle veut de la clarté, mais vit dans le bruit. Elle veut du changement, mais reste prisonnière des mêmes vices. Alors retiens ceci, ta vie ne change pas quand tu décides, elle change quand tu répètes. Maintenant oublie l'idée de tout changer d'un seul coup, et fais ceci. Pendant les 3 prochains jours, choisis un moment de ta journée et contrôle-le complètement. Un seul. Cela peut être la première heure du matin, les 10 premières minutes de travail ou ce moment où tu te perds toujours. Et voici la règle. Sans téléphone, sans distraction, sans passer d'une tâche à l'autre. Tu vas faire une seule chose jusqu'à la terminer. Ce sera inconfortable. Ton esprit va vouloir fuir. Ton corps va réclamer une distraction et c'est là que l'entraînement commence.
Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas seulement en train de te concentrer, tu es en train de reprendre le contrôle de ta vie. Et si tu n'arrives pas à contrôler 10 minutes, tu ne contrôles pas ta journée. Et si tu ne contrôles pas ta journée, tu ne contrôles pas ce que devient ta vie. Alors commence petit, mais commence pour de vrai. Parce qu'au final, le dessein de ta vie n'est pas dans ce que tu veux, il est dans le pouvoir de contrôler tes habitudes. Pratique 2. Développe une patience stratégique. Presque tout est immédiat aujourd'hui, et cela, en soi, n'est pas mauvais. Cela facilite ta vie, te donne un accès rapide à l'information, à la nourriture, au divertissement, à d'autres cultures. Il n'a jamais été aussi facile d'avoir. Le problème n'est pas là, le problème commence quand tu attends de la vie qu'elle fonctionne de la même manière, parce qu'elle ne fonctionne pas ainsi. Tu commences une relation et tu attends déjà de la profondeur. Tu veux passer de « je te connais » directement à « je peux compter sur toi pour tout ». Tu fais un bon travail et tu attends déjà une reconnaissance immédiate. Tu penses qu'un travail bien fait devrait déjà te faire passer au niveau supérieur. Tu investis pour la première fois et tu attends déjà la liberté financière, comme si le début suffisait à soutenir le résultat final. Et c'est là que la majorité se frustre, parce qu'elle essaye de récolter au même moment où elle plante. La vérité est simple, mais difficile à accepter. Tout ce qui a de la structure demande du temps pour se former. Les relations demandent du temps, le respect demande du temps, la confiance demande du temps, le résultat demande du temps. Parce que rien de solide ne n'est prêt, tout a besoin d'accumulation. Et quand tu ignores cela, tu entres dans un cycle silencieux. Tu commences avec des attentes élevées, tu te frustres vite, tu abandonnes tôt et tu recommences encore, toujours à zéro. Il existe un sentiment qui alimente ce cycle, vouloir le résultat sans traverser le processus. Et c'est là que le stoïcisme entre vraiment en jeu. Les stoïciens n'étaient pas patients parce qu'ils étaient calmes. Ils étaient patients parce qu'ils comprenaient comment la réalité fonctionne. Sénèque a vécu entouré de pression, de politique, d'instabilité, et malgré cela, il a laissé un principe simple. Les grandes choses ne s'accomplissent pas soudainement. Mais cette phrase ne parle pas d'attendre. Elle parle d'accepter le temps nécessaire sans abandonner le chemin. Parce qu'attendre de la bonne manière, ce n'est pas rester immobile. Voilà la confusion. Attendre, c'est continuer d'avancer, même quand rien ne semble se passer. C'est agir sans récompense immédiate. C'est garder le rythme, sans avoir besoin de confirmation extérieure. C'est comme planter un arbre. Dans les premiers jours, rien ne change. Dans les premières semaines, rien n'apparaît. Mais sous la terre, les racines sont en train de se former. Et celui qui abandonne tôt ne voit jamais la croissance. Et cela change tout parce que tu cesses de mesurer ton progrès au résultat visible et tu commences à le mesurer à la construction invisible. Alors fais un ajustement simple. Dans les prochains jours, choisis un domaine de ta vie dans lequel tu accélères le résultat. Travail, relations, argent ou même toi-même. Et change une seule chose. Arrête de mesurer par ce qui est revenu et commence à mesurer par ce que tu as soutenu. Ne demande pas « Est-ce que ça a déjà marché ?» Demande « Est-ce que j'ai fait ce qui devait être fait aujourd'hui ?» Parce que celui qui abandonne tôt n'arrive jamais. Mais celui qui tient arrive à un point où tout commence à se connecter. Et quand cela arrive, cela ressemble à de la chance. Mais ce n'en est pas, c'est de la construction accumulée. Alors, retiens ceci. La précipitation te fait abandonner. La discipline de l'attente te fait traverser. Et celui qui traverse arrive là où presque personne n'arrive. Pratique 3. Tu es en dette de sommeil. Fais de ton repos une priorité. Ton horaire de sommeil sabote tout le reste, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Parce que tu peux essayer d'organiser ta vie, d'améliorer tes habitudes, de mieux te concentrer, mais si ton corps est fatigué, rien ne tient. Tu as peut-être déjà entendu cela avant, mais la question est-ce que tu traites cela comme une priorité? On ne résout pas un manque de sommeil par l'effort. Tu peux insister, te forcer, essayer de compenser avec du café, de la discipline, de la motivation. Mais cela ne fonctionne pas, le corps le fait payer et l'esprit aussi. Selon des recherches, une seule nuit mal dormie altère déjà le fonctionnement du cerveau en augmentant des substances liées au déclin cognitif. Mais tu n'as même pas besoin d'études pour comprendre cela, il suffit d'observer. Pense à la façon dont tu te sens après avoir mal dormi. Ta patience diminue, ton attention flanche,
ta clarté disparaît et tout semble plus difficile que cela ne devrait l'être. Maintenant, imagine vivre ainsi tous les jours, et c'est exactement ce que beaucoup de gens sont en train de faire. Ils dorment peu, se distraient jusqu'à tard et espèrent fonctionner correctement le lendemain. Ils font défiler le fil jusqu'à 2 heures du matin et le lendemain, ils veulent de la discipline. Ils ignorent le repos et espèrent de la concentration. Ils surchargent le corps et attendent de la clarté. Tant que tes bases ne seront pas solides, ta vie ne supportera pas la pression du niveau supérieur. Ton sommeil n'est pas un détail de ta routine. C'est ce qui soutient tout le reste. Les stoïciens ne parlaient pas de performance, ils parlaient de clarté. Et il n'existe pas de clarté dans un esprit épuisé. Comme le disait Marc Aurèle, en réfléchissant à la discipline et à la nature, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Et ton corps est ta ruche. Si tu le désorganises, tout le reste s'effondre. Quand tu te regardes avec sincérité, tu comprends que tu n'es pas seulement fatigué, tu fonctionnes en dessous de ton propre potentiel. Et cela a un coût. Tu perds de l'énergie, tu perds de la constance, tu perds de la qualité dans tes décisions. Et avec le temps, ce n'est pas que les opportunités sont limitées pour toi, c'est que ta capacité mentale ne te permet pas de les voir. Maintenant, pense à cela de manière simple. Essayer de construire une vie disciplinée sans bien dormir, c'est comme essayer de courir avec le frein à main serrée. Tu avances peut-être, mais jamais à ton maximum. Alors fais le basique que presque personne ne fait. Fixe une heure et respecte-la. Sans négociation, sans aujourd'hui, ça ne compte pas ou demain je commence. Pendant les 5 prochains jours, fais un test simple. Choisis une heure pour tout arrêter et dormir. Sans écran, sans encore une vidéo, sans j'ai besoin de régler ça ici. Parce que l'entraînement n'est pas dans le fait de se réveiller tôt, il est dans le fait de s'arrêter à la bonne heure. Et quand tu règles cela, quelque chose change. Ton esprit devient plus clair. Ton humeur se stabilise. Ta concentration revient. Et ce qui semblait difficile avant commence à devenir fluide. Le prix de mal dormir n'est pas la fatigue, c'est la vie que tu cesses de construire le lendemain. Pratique 4. La règle de l'action imparfaite. Beaucoup de personnes restent bloquées quand elles essaient de changer de vie parce qu'elles ne savent pas par où commencer ou quoi faire. La réponse est plus directe qu'elle n'en a l'air. Fais quelque chose, n'importe quoi en réalité. La motivation pour faire quoi que ce soit, comme changer complètement de vie, ne vient pas simplement d'un endroit magique et mystique à l'intérieur de toi. Elle n'apparaît pas avant. L'action n'est pas seulement la conséquence de la motivation, elle en est aussi la cause. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Arrête de discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Arrête de penser et commence. C'est la loi de l'action imparfaite. Tu découvres le chemin en marchant, la vérité est une seule. Tu dois interagir avec le monde si tu veux avancer. Chaque fois que tu agis, tu brises la résistance initiale. Et plus encore, tu installes en toi une nouvelle perception. Je suis quelqu'un qui agit. Et cela change tout. Ce qui te bloque, ce n'est pas la taille de l'objectif, c'est l'idée que tu dois tout gérer, tout comprendre, avoir toutes les réponses, commencer en grand. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu veux investir et tu penses que tu dois connaître tous les fonds, comprendre toutes les actions, étudier toute l'histoire du marché. Cela effraie, cela paralyse, cela te maintient exactement là où tu es. Mais quand tu arrêtes de regarder l'ensemble et que tu te concentres uniquement sur le prochain mouvement, cela te donne plus de clarté. C'est exactement ce qu'a fait l'entraîneur Claudio Ranieri avec Leicester City. L'équipe était au bord de la relégation, sans confiance, sans direction et en essayant de tout résoudre en même temps. Et voici le point. Plus ils essayaient de tout corriger, plus ils se trompaient sur l'essentiel. L'entraîneur n'est pas arrivé avec un plan parfait, il a fait l'inverse de ce que tout le monde attend. Il a réduit le jeu. Il a arrêté d'essayer de réparer toute l'équipe et a commencé à se concentrer sur ce qui était exécutable. Une fonction par joueur, une responsabilité claire, une action à la fois. Organisation, exécution, répétition consciente. Et c'est cela qui a fait passer son équipe du bas du classement à une série de victoires que personne n'attendait. Ce n'a pas été le fait de tout gérer d'un coup, mais le fait de faire ce qu'il était possible de faire à ce moment-là. Voilà la leçon. Quand tu essaies de tout résoudre, tu te bloques. Quand tu exécutes l'étape suivante, tu avances.
Aujourd'hui, libère-toi de la pression de tout avoir déjà réglé. Commence seulement. Tu veux réorganiser ta vie? Commence par une tâche. Tu veux changer de carrière? Ouvre un fichier. Tu veux améliorer ton corps? Fais un entraînement. Tu veux évoluer mentalement? Assieds-toi et écris pendant 5 minutes. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela a besoin d'être en mouvement, parce que l'action génère de la clarté. La clarté génère une direction. La direction génère du progrès. Et l'inverse est aussi vrai. Trop penser génère du doute. Le doute génère du retard. Et le retard maintient tout pareil. Alors, sans romantiser, sans planifier davantage, sans ajuster davantage, sans attendre davantage, mets la loi de l'action imparfaite en pratique aujourd'hui. Parce que ce n'est pas celui qui pense le mieux qui change de vie, c'est celui qui agit en premier. Et retiens ceci, la perfection te maintient immobile, l'action imparfaite te met sur la bonne trajectoire. Pratique 5. Comprends-le, rien n'est gratuit. Nous arrivons à une leçon précise du stoïcisme. Chaque choix a un prix. Et l'erreur de la majorité est de croire qu'elle peut choisir le résultat, sans choisir le processus qui vient avec. Le stoïcisme est direct là-dessus. Tu ne choisis pas seulement ce que tu veux atteindre, tu choisis le type de vie que tu dois vivre pour y arriver. Tu veux la liberté financière? Alors choisis la discipline, l'incertitude, le risque, le temps sans retour immédiat. Tu veux une relation solide? Alors choisis l'inconfort, les ajustements, les conversations difficiles, les moments où céder est nécessaire. Tu veux grandir professionnellement? Alors choisis l'effort invisible, la pression constante, la phase où personne ne reconnaît ce que tu es en train de faire. Rien ne vient seul. Le jeu fait toujours payer, et il fait payer dans le processus, pas à la fin. Et c'est pour cela que la question la plus importante n'est pas « qu'est-ce que je veux ?» C'est « qu'est-ce que je suis prêt à supporter pour avoir cela ?» Parce que vouloir est facile. Tout le monde veut le sommet, peu de gens acceptent la montée. Pendant longtemps, j'ai cru que je voulais être musicien, j'imaginais la scène, la foule, la reconnaissance. Dans ma tête, ce n'était pas si cela allait arriver, c'était quand. Mais ce moment n'arrivait jamais. Il y avait toujours quelque chose avant. Finir l'université, gagner de l'argent, organiser ma vie et ensuite rien. Et il m'a fallu du temps pour comprendre la raison. Je ne voulais pas vraiment cela. J'aimais le résultat, mais je n'aimais pas le processus. Parce que le processus n'est pas beau, c'est répéter le même entraînement. C'est se tromper sans que personne ne le voie. C'est insister quand il n'y a aucun résultat. C'est porter le poids quand personne ne regarde. C'est faire sans applaudissements. Et c'est là que tout est devenu clair. Celui qui n'accepte pas le processus n'arrive jamais au résultat. Parce que le résultat n'est pas un moment, c'est la conséquence accumulée de ce que tu soutiens. Pense à cela comme à un échange. La vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te livre ce que tu paies pour maintenir. Et voici le point qui change tout. Tu n'échoues pas parce que tu ne veux pas assez. Tu échoues parce que tu n'acceptes pas le prix que cela exige. Alors arrête d'idéaliser. Arrête de te tromper toi-même avec l'idée du sommet. Regarde le chemin. Et demande-toi avec sincérité, est-ce que je peux supporter de vivre cela tous les jours? Parce que si la réponse est non, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'alignement. Et quand tu règles cela, la vie se simplifie. Tu arrêtes de courir après tout et tu commences à mieux choisir. Et bien souvent, ce choix définit davantage qui tu es que celui que tu imagines être. Alors retiens ceci, ce n'est pas le désir qui définit ta vie, c'est le type d'effort que tu acceptes de soutenir. Et le jeu ne se trompe pas. Il fait toujours payer et livre toujours exactement ce que tu as payé pour construire. Pratique 6. Deviens un homme libre. Il existe une liberté dont tout le monde parle, mais que presque personne ne pratique. Parce qu'être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est ne pas avoir besoin de ce qui te retient. Benjamin Franklin a écrit quelque chose qui traverse le temps. Certains hommes pensent qu'ils achètent du plaisir, alors qu'en réalité, ils se vendent eux-mêmes à lui. Et cette phrase ne parle pas d'excès, elle parle d'une dépendance déguisée en choix. Parce que la plupart des gens croient vivre comme ils veulent, mais en pratique, ils ne font que suivre ce dont ils ne parviennent pas à se détacher. Tu penses choisir, mais tu te conditionnes. Tu penses décider, mais tu cèdes. Tu penses contrôler, mais tu répètes le même schéma encore et encore. Et c'est là le point le plus inconfortable. Ce que tu n'arrives pas à interrompre est aux commandes.
La liberté que tu veux n'est pas dans le fait d'avoir plus d'options, elle est dans le fait d'avoir besoin de moins. Parce que plus tu dépends, plus il est facile de te diriger. Plus tu dépends de l'approbation, plus tu t'adaptes. Plus tu dépends du confort, plus tu évites de grandir, plus tu dépends du plaisir, plus tu négocies qui tu es. Et peu à peu, tu abandonnes des parts de toi-même. Pas d'un coup, mais par de petites concessions qui semblent inoffensives. Et c'est pour cela que vivre libre exige quelque chose que presque personne ne veut assumer. Du courage et de la tempérance. Deux vertus stoïciennes qui nous amènent à renoncer. À l'excès, à la validation, au besoin de se prouver, à l'obligation de se sentir bien tout le temps. Les stoïciens étaient directs là-dessus. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et tu ne deviens maître de toi que lorsque tu es capable de dire non à ce qui te domine. Cela ne vient pas facilement, cela vient avec la maîtrise. Maîtrise du corps, maîtrise de l'esprit, maîtrise des impulsions. Parce que celui qui ne se gouverne pas sera toujours gouverné par quelque chose. Nos vidéos ne sont pas toujours seulement motivationnelles, parce que parfois je dois frapper à ta porte ou plus précisément arriver sur ton écran avec un choc de réalité. Nous ne nous développons pas tant que nous ne pouvons pas contrôler ce qu'il y a en nous. Et quoi que ce soit qui aujourd'hui te domine, tu peux vivre sans. Et quand tu en prends conscience, tu découvres quelque chose qui redéfinit ta vie. Tu n'as pas besoin de cela pour être toi. Et c'est exactement ici que ta liberté commence. Alors retiens ceci. La liberté n'est pas faire plus. La liberté n'est pas avoir plus. La liberté, c'est dépendre de moins. Pratique 7. Le public qui n'a jamais existé. Accepte cela une bonne fois pour toutes. Personne ne fait autant attention à toi que tu l'imagines. Au début, cela peut te déranger, parce que cela brise une sensation silencieuse d'importance. Mais quand tu le comprends, cela te libère. Parce que la vérité est simple, la plupart des gens sont trop occupés à penser à leur propre vie, à leurs propres problèmes, à leurs propres insécurités. Personne n'analyse chacun de tes pas. Personne ne suit chacune de tes erreurs. Personne n'attend que tu échoues. Et même quand quelqu'un observe, cela dure quelques secondes. Ensuite, il revient à lui-même. Et quand cela s'ancre vraiment, tu cesses de vivre pour paraître et tu commences à vivre pour construire. Parce que tant que tu crois être observé en permanence, tu te retiens. Tu filtres ce que tu dis, tu bloques ce que tu veux faire, tu repousses ce que tu pourrais commencer. Tu commences à vivre sous une surveillance imaginaire et c'est une prison silencieuse. Tu choisis en fonction de l'approbation, tu agis en fonction de l'acceptation, tu évites le risque pour ne pas paraître dans l'erreur. Et le coût de cela n'apparaît pas sur le moment, mais il apparaît dans la vie que tu ne construis pas. Parce qu'au final, tu ne vis pas ta vie, tu gères la perception que les autres ont d'elle. Alors ajustons cela de manière directe. Personne ne se soucie si tu essaies et échoues. Mais toi, tu paies le prix si tu n'essaies pas. Et ce prix n'est pas immédiat. Il apparaît sous forme de regret, de sensation de stagnation, de prise de conscience que le temps est passé et que tu es resté au même endroit à essayer de paraître juste. Et c'est ici qu'entre la question qui change tout. Si personne ne fait autant attention, pourquoi vis-tu encore comme si tu étais jugé en permanence? La plupart des décisions aujourd'hui ne viennent pas de la valeur. Elles viennent de l'image. Une carrière pour paraître bien, des choix pour impressionner, des objectifs qui génèrent des applaudissements, mais pas de sens. Et cela crée une vie désalignée. Parce que tu commences à poursuivre des choses, sans jamais questionner le pourquoi, et quand le pourquoi est faux, le résultat ne satisfait jamais. Alors fais un mouvement simple mais rare. Arrête-toi un instant et demande-toi avec sincérité, ce que je veux, est-ce vraiment à moi? Parce que vouloir ne signifie rien. La raison derrière le vouloir est ce qui définit tout. Tu veux de l'argent, mais est-ce pour la liberté ou pour la validation? Tu veux de la reconnaissance, mais est-ce pour l'impact ou pour l'approbation? Tu veux un chemin ou tu veux seulement paraître comme quelqu'un qui en a un? Cette différence semble subtile, mais elle change complètement le résultat de ta vie, parce que toutes les valeurs ne construisent pas. Certaines ne font que te maintenir prisonnier dans des cycles invisibles. Une valeur basée sur l'approbation te rend dépendant. Une valeur basée sur le contrôle te rend rigide. Une valeur basée sur l'apparence te rend vide. Mais une valeur basée sur la construction te donne de la constance, te donne une direction, te donne une stabilité intérieure.
Et quand tu ajustes cela, quelque chose de très puissant se produit. Tu cesses de mesurer ta vie au regard des autres et tu commences à la mesurer à ce que tu construis chaque jour. Et c'est à ce moment que la peur commence à perdre de sa force. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle cesse de commander, parce que tu comprends quelque chose qui change tout. L'échec n'est pas d'essayer et de se tromper. L'échec est de ne pas bouger. Tu n'es pas rejeté pour avoir essayé, tu es limité pour ne pas agir. Tu ne te trompes pas en prenant des risques, tu te trompes en te cachant derrière l'image. Et plus longtemps tu vis en essayant de paraître juste, moins tu as de temps pour construire quelque chose de réel. Et quand cela s'ancre, tu deviens enfin libre. Libre d'essayer, libre de te tromper, libre d'ajuster, libre de construire quelque chose qui a du sens pour toi. Alors retiens ceci. Le monde ne te juge pas autant que tu l'imagines, mais il répond, avec précision, à ce que tu construis. Et au final, il ne s'agit pas de paraître juste, il s'agit de vivre aligné avec ce qui est à toi. Pratique 8. Le moteur de tes émotions. Les émotions ne sont pas le problème. Le problème est ce que tu deviens quand tu ne sais pas les gérer. Parce que l'émotion, en elle-même, est un signal. Mais, pour la plupart des gens, elle devient un ordre. Les émotions existent pour t'orienter. Mais presque tout le monde les transforme en commande, ressent et exécute. Il se met en colère et réagit, il ressent la peur et recule, il ressent une envie et cède. Et sans s'en rendre compte, il vit en étant conduit par des états qui durent des minutes, mais qui définissent des conséquences qui durent des années. Ce n'est pas la liberté, c'est de la soumission émotionnelle. Les stoïciens étaient chirurgicaux là-dessus. Sénèque disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Et ce n'est pas une théorie, c'est un outil. Parce qu'entre ce qui se passe et ce que tu fais, il existe un espace invisible, et c'est dans cet intervalle que ta vie prend forme. Ce n'est pas l'émotion qui décide de ton action, c'est l'interprétation que tu construis à son sujet. Et c'est ici qu'entre le point le plus important. Tes émotions ne surgissent pas de nulle part, elles sont le reflet direct de ce que tu protèges à l'intérieur. Si tu valorises l'approbation, n'importe quelle critique te déstabilise. Si tu valorises le contrôle, n'importe quel imprévu devient une irritation. Si tu valorises trop le confort, n'importe quel effort devient une résistance. Autrement dit, tu ne réagis pas à ce qui se passe, tu réagis à ce que cela touche en toi. Et c'est pour cela que deux personnes vivent le même scénario et ont des réponses complètement différentes. L'une se déstabilise, l'autre observe. L'une perd l'équilibre, l'autre maintient sa position. Le scénario est le même. Ce qui change, c'est la structure intérieure. Donc le problème n'est pas seulement l'émotion, c'est la valeur cachée derrière elle, et voici le basculement que presque personne ne fait. Les gens essaient de contrôler ce qu'ils ressentent, sans questionner ce qu'ils priorisent. Tu veux arrêter de t'énerver pour tout, mais tu continues à vouloir tout contrôler. Tu veux arrêter d'être affecté par l'opinion, mais tu continues à en dépendre. Tu veux avoir de la discipline, mais tu continues à choisir le confort. Cela ne tient pas. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne pas ressentir. C'est une illusion. La maturité émotionnelle, c'est ressentir sans se livrer. C'est ressentir et malgré cela choisir comment agir. C'est percevoir l'émotion qui surgit, mais ne pas lui donner le volant. Parce que chaque décision importante de ta vie passe par ce point. Et si tu laisses l'émotion décider, tu ne construis rien, tu ne fais que répondre. Alors fais un ajustement simple mais décisif. La prochaine fois qu'une émotion forte apparaît, ne réagis pas immédiatement. Demande-toi, qu'est-ce que cela protège en moi? Parce que quand tu vois cela, l'émotion cesse de te conduire et commence à t'informer. La colère devient un signal de limite, la peur devient une préparation, l'anxiété devient un signal d'alerte. Et là tu changes de niveau, parce que tu cesses d'être quelqu'un qui ressent et réagit, et tu deviens quelqu'un qui ressent et maintient une décision. Alors, retiens ceci. L'émotion est une impulsion. La décision est une direction. Et celui qui apprend à séparer les deux non seulement prend en main sa vie, mais cesse d'être emporté par elle. Pratique 9. Le filtre de l'excellence. Nous vivons à une époque avec des possibilités presque infinies, et cela semble positif, jusqu'à ce que tu en perçoives le coût. Parce que quand tout est disponible,
Le problème cesse d'être le manque d'opportunité et devient le manque de direction. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas tout faire et c'est là que la plupart se perdent. Ils essaient d'apprendre tout, de suivre tout, d'être partout et au final, ils ne s'approfondissent dans rien. Ils savent un peu de beaucoup de choses, mais ne maîtrisent de rien qui transforme réellement leur vie. Et voici la vérité que peu de gens acceptent, tu seras moyen dans la plupart des choses. Et c'est très bien ainsi. L'erreur n'est pas là, l'erreur est de ne jamais choisir où tu refuses d'être moyen. Parce que celui qui essaie de tout faire reste à la surface. Mais celui qui choisit peu de choses commence à gagner en profondeur, et la profondeur est ce qui génère des résultats réels. Les stoïciens étaient radicaux là-dessus. Ils ne cherchaient pas la quantité, ils cherchaient la maîtrise. Épictète enseignait que tu dois diriger ton énergie uniquement vers ce qui est sous ton contrôle. Et cela, quand c'est pris au sérieux, élimine presque tout. Discussions inutiles, opinions qui ne changent rien, comparaisons constantes, bruit mental. Que reste-t-il? Ce qui construit réellement ta vie. Et c'est ici que la différence apparaît. Pendant que la majorité est dispersée, sautant de stimulus en stimulus, d'idée en idée, de tentative en tentative, celui qui choisit quelques axes avance vraiment. Parce que la profondeur exige du temps, exige de la constance, exige une attention dirigée, exige de renoncer à d'autres choses. Et cela n'est pas compatible avec la distraction. C'est comme creuser un puits. Si tu creuses un peu à plusieurs endroits, tu ne trouves de l'eau nulle part. Mais si tu creuses profondément à un seul endroit, à un moment donné, tu y arrives. Alors cesse de disperser ton énergie, cesse de vouloir tout suivre, parce que cela te donne une sensation de mouvement, mais cela ne te donne pas de progrès. Et fais un ajustement simple. Regarde ta vie aujourd'hui et demande-toi avec honnêteté, dans quoi est-ce que je veux vraiment être bon? Pas 10 choses, pas 5. Définis-en 1 ou 2, et coupe le reste. Parce que le focus n'est pas seulement choisir, c'est renoncer. C'est dire non à ce qui distrait, c'est sortir de ce qui ne construit pas, c'est arrêter de dépenser de l'énergie là où il n'y a pas de retour. Et au début, cela dérange, cela donne la sensation de perdre des choses. Mais en pratique, c'est exactement cela qui te donne une direction. Mais au final, ce n'est pas celui qui fait le plus de choses qui construit une vie solide, c'est celui qui reste suffisamment longtemps sur ce qui compte jusqu'à devenir très bon. Et quand cela se produit, les opportunités changent, les résultats apparaissent, et la perception que le monde a de toi change aussi. Alors retiens ceci, la dispersion te maintient occupé, le focus te rend précieux. Et celui qui devient précieux n'a pas besoin de courir après tout, les choses commencent à venir à lui. Imagine faire confiance en vous sans avoir besoin de vous convaincre tout le temps, sans repenser chaque décision, sans ressentir le besoin de l'approbation des autres pour agir, sans rester bloqué dans cette sensation que vous n'êtes jamais au niveau que vous devriez être. Vous décidez et vous ressentez de la fermeté, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il existe quelque chose en vous qui vous soutient. Il y a une forme de calme dans cela, une stabilité qui change la manière dont vous vivez. Choisissez et vous positionnez. C'est cela, la confiance en soi. Et pendant longtemps, on vous a fait croire que c'était un don, quelque chose que certaines personnes possèdent naturellement et que d'autres passent leur vie à essayer d'atteindre. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. La confiance en soi ne naît pas prête, elle se construit, et elle commence par une compréhension que presque personne n'a. Votre esprit n'est pas un lieu neutre, c'est un environnement que vous entraînez chaque jour. La majorité des gens ne comprend pas ce pouvoir. Ils passent la journée à nourrir des doutes, à renforcer des insécurités sans s'en rendre compte, à se placer en position inférieure et peu à peu, ils créent en eux un schéma qui affaiblit chaque décision. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à organiser leur propre esprit. Et c'est pour cela que, même en sachant quoi faire, ils restent bloqués. Les stoïciens ont compris cela bien avant toute théorie moderne. Marc Aurèle ne cherchait pas la confiance comme un sentiment, il entraînait son esprit à ne pas se perdre. Il savait que l'insécurité ne vient pas d'un manque de réponse, elle vient d'un manque de clarté intérieure. Et c'est pour cela que, même en faisant face à des pertes et à des trahisons, il parvenait à rester ferme. Parce qu'il ne dépendait pas de ce qu'il ressentait, il dépendait de ce qui était entraîné en lui. Et c'est exactement ce que vous allez construire ici.
Non pas une motivation passagère, mais un système intérieur. Une manière de penser qui soutient vos décisions, organise vos émotions et renforce votre présence. Ce sont des principes stoïciens qui changent la façon dont vous vous voyez et à partir de là, changent tout ce que vous faites. Parce que lorsque votre esprit change, votre confiance cesse d'être instable et commence à être construite. Alors faites attention. Cette vidéo vous a trouvé pour une raison, parce que à partir de maintenant, vous entrez dans un nouveau niveau de confiance en vous. Leçon 1. Le caractère est ce qui soutient votre présence. La plupart des gens essaient de construire leur confiance en eux, en commençant par l'extérieur. Ils essaient de mieux parler, d'agir avec plus d'assurance, de paraître plus sûrs d'eux, mais il y a un détail que presque personne ne remarque. La façon dont vous vous voyez ne naît pas de ce que vous montrez, elle naît de ce que vous maintenez. Parce que dans la pratique, la confiance en soi n'est pas un état émotionnel, c'est une conséquence. Et la base de cette conséquence porte un nom qui est presque toujours mal compris. Le caractère. Pas comme quelque chose de moral, de lourd ou d'idéalisé, mais comme quelque chose de beaucoup plus direct. La capacité d'agir de manière cohérente avec ce que vous savez devoir faire. C'est cela qui construit cette présence que vous percevez chez les autres. Parce que lorsqu'une personne décide et maintient, commence et continue, se positionne et tient bon, elle n'a besoin de convaincre personne de rien. Il y a une cohérence qui apparaît d'elle-même. Et c'est exactement ce qui manque à la plupart des gens. Pas la capacité, pas l'intelligence, mais la stabilité intérieure. Et cette stabilité ne se construit pas dans les grandes décisions. Elle se construit dans les moments petits, répétés, presque invisibles. Dans ce choix de commencer même sans envie, dans la décision de ne pas revenir en arrière si vite, dans la capacité de maintenir quelque chose de simple jusqu'au bout. Parce que, au fond, votre esprit n'observe pas ce que vous dites, il enregistre des schémas. Et les schémas construisent l'identité. Épictète enseignait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela ne parle pas de contrôle parfait. Cela parle de ne pas vivre en contradiction en permanence. Parce que lorsque vous pensez une chose et en faites une autre, décidez et ne maintenez pas, commencez et reculez, vous affaiblissez exactement ce qui devrait vous donner de la force. C'est comme essayer de construire quelque chose de solide sur un sol qui change tout le temps. Vous essayez même d'avancer, mais vous ne vous sentez pas en sécurité pour poser le pied. Et cela n'apparaît pas seulement à l'intérieur. Cela apparaît dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous décidez, dans la façon dont vous vous positionnez. C'est pour cela que certaines personnes paraissent sûres d'elles sans effort, et que d'autres semblent toujours en train de s'expliquer. La différence ne se trouve pas dans le talent, elle se trouve dans leur capacité à se maintenir. Marc Aurèle écrivait pour lui-même comme une manière de ne pas perdre cette base. Il ne cherchait pas la confiance comme un sentiment, il cherchait une direction comme une pratique, parce qu'il comprenait quelque chose de simple. Quand vous vous maintenez, vous commencez à faire confiance, et cela ne se produit pas d'un seul coup, cela ne vient pas d'un moment de courage, cela ne vient pas d'une décision isolée. Cela vient de la répétition de petites cohérences, du fait d'agir d'une certaine manière et de maintenir cette manière plus souvent. Et peu à peu, quelque chose change. Vous commencez à faire confiance à votre propre jugement. Vous commencez à vous respecter davantage. Vous commencez à vous mouvoir avec moins d'hésitation. Non pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que vous avez arrêté de changer tout le temps. Et cela change tout. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre en permanence. Vous n'avez plus besoin de dépendre de la validation. Vous n'avez plus besoin d'attendre de vous sentir prêt. Vous maintenez simplement et avec le temps, cela construit quelque chose qui ne fluctue pas autant. Une confiance qui ne vient pas du moment, mais du schéma que vous avez créé. Parce qu'au final, la confiance en soi ne concerne pas l'intensité. Elle concerne une stabilité suffisante pour que vous sachiez qui vous êtes quand vous devez agir. Alors retenez ceci, vous ne développez pas la confiance en vous en essayant de paraître plus sûr. Vous la développez lorsque vous commencez à agir d'une manière qui, de façon répétée, confirme pour vous-même « Je peux faire confiance à la personne que je suis en train de devenir. » Et c'est ici que tout commence. Leçon 2. Apprends à t'appuyer sur toi pendant que tu évolues. Si, dans le premier point, tu as compris que la confiance en soi naît de ce que tu es capable de soutenir, voici maintenant ce qui empêche la plupart des gens de soutenir quoi que ce soit. La manière dont ils se traitent intérieurement.
Parce qu'avant même d'échouer dans l'action, tu as déjà échoué dans ton dialogue intérieur, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ce n'est pas que tu te détestes, mais tu ne te soutiens pas non plus. Tu t'observes en permanence, tu te compares, tu te corriges, tu t'exiges plus que tu ne te guides. Comme si tu essayais constamment d'atteindre une version idéale de toi-même, et que tout ce que tu es aujourd'hui n'était que insuffisant. Et cela crée un cycle silencieux. Tu essaies de t'améliorer, mais tu ne pars jamais d'un point stable. Tu pars toujours de la critique, et voilà le problème. Personne ne peut maintenir de la constance en vivant sous une critique permanente. Pense à cela de manière concrète. Si quelqu'un te critiquait en permanence, pointait tout ce que tu fais de mal, ne reconnaissait jamais tes progrès, et en plus te disait que tu n'es jamais suffisant, combien de temps pourrais-tu rester concentré? Maintenant, remarque ceci. Beaucoup de gens font exactement cela avec eux-mêmes, tous les jours, et ils espèrent, malgré tout, avoir confiance en eux. Cela ne fonctionne pas, parce que la confiance en soi a besoin d'une base, et une base a besoin de stabilité. Et tu ne construis pas de stabilité si tu te traites comme un problème à corriger en permanence. Marc Aurèle a écrit « Contente-toi de paraître tel que tu es réellement ». Non pas comme une forme de résignation, mais comme un point de départ. Parce que tant que tu rejettes ce que tu es aujourd'hui, tu détruis toute tentative de construction. Tu essaies même d'agir mieux, tu essaies d'être plus discipliné, tu essaies de changer, mais tu pars toujours d'un endroit instable. Et c'est pour cela que tout demande trop d'efforts, que tout paraît lourd, que tout exige validation, parce qu'au fond, tu n'as pas encore créé un point d'appui en toi. Et ici, une distinction importante apparaît. Accepter, ce n'est pas arrêter d'évoluer. Accepter, c'est arrêter de te saboter pendant que tu évolues. C'est reconnaître, voilà ce que je suis aujourd'hui. Et à partir de là, construire sans nier, sans te diminuer, sans transformer chaque erreur en preuve d'insuffisance. Parce que lorsque tu changes ce point, quelque chose commence à se réorganiser. Tu continues à t'améliorer, tu continues à t'ajuster, tu continues à évoluer, mais maintenant, avec stabilité. Tu ne te détruis plus à chaque erreur, tu ne t'abandonnes plus à chaque échec, tu ne dépends plus de validation pour continuer. Et cela change complètement la manière dont tu soutiens tes décisions. Et souviens-toi du premier point, la confiance en soi naît de ce que tu es capable de soutenir, et tu ne peux soutenir que ce qui ne te détruit pas intérieurement. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et une grande partie de cette souffrance ne vient pas du monde, elle vient de la manière dont tu t'interprètes. Alors la pratique ici est directe. Observe la manière dont tu te parles tout au long de la journée. Quand une pensée comme « je ne suis pas suffisant »,« je suis en retard »,« je devrais être différent » apparaît. N'essaie pas de l'ignorer, réorganise-la. Remplace-la par quelque chose de plus fonctionnel. Voilà le point où j'en suis maintenant. Et c'est à partir d'ici que je construis. Sans poids, sans jugement, sans drame. Juste une direction. Parce qu'au moment où tu arrêtes de lutter contre toi-même, tu libères de l'énergie pour soutenir ce qui compte vraiment. Et là, pour la première fois, la confiance en soi cesse d'être quelque chose que tu essayes de ressentir et commence à apparaître comme une conséquence de ce que tu arrives à maintenir. Garde ceci en tête. Tu ne construis pas la confiance en essayant d'être quelqu'un d'autre. Tu construis la confiance quand tu arrêtes de t'affaiblir pendant que tu essaies de t'améliorer. Leçon 3. Développe ta propre référence interne. Si tu fais attention, il existe un schéma silencieux qui bloque beaucoup de personnes, même quand elles ont de la capacité, de la clarté, et qu'elles savent même ce qu'elles doivent faire, le besoin d'être reconnues avant d'agir. Pas de manière évidente, mais dans les petites décisions. Tu réfléchis avant de parler, tu mesures la réaction avant de te positionner, tu retiens des idées jusqu'à sentir que ça va être bien reçu. Et sans t'en rendre compte, tu commences à agir toujours un peu après. Après l'approbation, après la confirmation, après avoir ressenti une sécurité qui vient de l'extérieur. Et ça ressemble à de la prudence, mais en pratique, ça devient de la dépendance. Parce que tu cesses d'utiliser ton propre jugement comme base, et tu commences à utiliser le regard des autres comme référence. Et c'est là que la confiance en soi commence à s'affaiblir. Épictète était direct sur ce point. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La réaction des autres ne dépend pas. L'approbation ne dépend pas. La reconnaissance ne dépend pas. Mais la façon dont tu agis dépend. Et quand tu inverses cela,
Quand tu commences à agir en te basant sur ce que tu ne contrôles pas, tu perds en solidité. Pense de manière simple. C'est comme essayer de marcher en regardant seulement ton reflet dans un miroir. Tu n'avances pas en ligne droite. Tu t'ajustes tout le temps, parce que la référence n'est pas en toi. Et beaucoup de gens vivent exactement comme ça. Ils se positionnent en fonction de l'environnement, changent de ton selon qui est présent, adaptent leurs décisions pour éviter le rejet. Non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils attendent encore une validation suffisante pour soutenir ce qu'ils savent déjà. Marc Aurèle écrivait pour lui-même tous les jours pour une raison très claire. Non pas pour être admiré, mais pour ne pas se perdre. Il comprenait quelque chose de simple. Si tu ne définis pas intérieurement ce qui te guide, le monde le fait à ta place. Et le monde change tout le temps. C'est pour cela que ceux qui dépendent de la reconnaissance vivent en oscillant. Un jour, ils se sentent en sécurité. Le lendemain, ils doutent de tout. Un compliment élève, une critique fait tomber. Et ce n'est pas un manque de force. C'est un manque de référence interne. Et voici le tournant. La confiance en soi ne naît pas quand tu reçois de l'approbation. Elle naît quand tu arrives à agir sans en avoir besoin. Non pas en ignorant les retours, non pas en fermant les yeux sur le monde, mais en laissant clair quelque chose d'essentiel. La décision vient de toi. Et cela commence petit. Une opinion que tu soutiens sans trop te justifier. Une décision que tu prends sans consulter tout le monde. Une action que tu exécutes sans l'annoncer avant. Des choses simples, mais qui commencent à repositionner le contrôle. Et plus tu fais cela, plus tu remarques quelque chose d'important. Tu restes debout. Tu ne t'effondres pas sans applaudissements. Tu ne te perds pas sans validation. Tu ne bloques pas sans confirmation. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change vraiment. Tu commences à faire davantage confiance à ton propre jugement. Tu commences à agir avec plus d'autonomie. Tu commences à te déplacer avec plus de fermeté. Non pas parce que le monde a approuvé, mais parce que tu as cessé d'en dépendre pour agir. Sénèque renforçait cette idée, en rappelant que celui qui vit pour l'opinion des autres ne trouve jamais de stabilité. Et c'est exactement cela. Tant que ta référence est à l'extérieur, ta confiance le sera aussi. La pratique ici est directe. Fais quelque chose aujourd'hui sans chercher de validation. Prends une décision sans demander de confirmation. Exécute quelque chose sans l'annoncer. Fais un pas sans attendre de reconnaissance. Et observe, non pas ce que les autres vont dire, mais comment tu te sens en soutenant cela. Parce qu'à chaque fois que tu agis ainsi, tu envoies un signal clair à ton esprit « Je peux me guider ». Et cela construit quelque chose qu'aucune approbation ne soutient. Une autonomie interne. Garde cela. Ce n'est pas le manque de reconnaissance qui te bloque, c'est l'habitude d'en dépendre pour agir. Et quand cela change, tu arrêtes d'attendre le bon moment et tu commences à avancer avec fermeté, même sans garantie. Leçon 4. Prouve-le-toi par l'action. Il existe une version de toi qui sait déjà ce qui doit être fait. Elle n'est pas confuse, elle n'est pas perdue, elle n'est simplement pas aux commandes. Parce que chaque fois que le moment d'agir arrive, tu reviens au même endroit. Réfléchir encore un peu, ajuster le plan, revoir la stratégie, attendre le bon moment. Et cela ressemble à de l'intelligence, mais en réalité, c'est un report bien déguisé. Tu ne te prépares pas davantage, tu évites l'inconfort de commencer. Marc Aurèle l'a dit de manière directe, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Tu vois la différence? Il ne parle pas de clarté, il ne parle pas de planification, il ne parle pas de mieux comprendre, il parle d'agir. Parce qu'il arrive un moment où penser davantage n'améliore pas la décision, cela ne fait que retarder l'exécution. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent exactement dans ce cycle. Elles apprennent davantage, elles organisent davantage, elles planifient davantage, elles consomment davantage de contenu, mais elles ne bougent pas. Et le plus dangereux, cela donne une sensation de progrès. Mais ce n'est pas le cas. Dans la vie réelle, tu n'avances pas d'un seul mètre. C'est comme quelqu'un qui passe des heures à dessiner la carte et ne met jamais le pied sur la route. Et voici l'impact direct de cela sur ta confiance en toi. Tu ne te juges pas par ce que tu penses, tu te juges par ce que tu fais. Si tu penses beaucoup et que tu agis peu, ton esprit apprend une chose simple, je n'exécute pas. Et cela affaiblit tout. À l'inverse, lorsque tu commences à agir, même sans être prêt, quelque chose change. Non pas parce que l'action a été parfaite, mais parce qu'elle a eu lieu. Et c'est cela
qui construit la confiance. Les stoïciens traitaient cela comme une discipline pratique. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre ce qui est juste, il faut vivre en accord avec cela, de manière répétée, parce que c'est dans la répétition de l'action que le caractère se renforce. Et tu te souviens du premier point? C'est cela qui soutient la confiance en soi. Maintenant, il y a un détail encore plus subtil et dangereux. Quand tu parles de tes plans, quand tu expliques ce que tu vas faire, quand tu partages avant d'exécuter, ton cerveau te récompense comme si tu l'avais déjà fait. Tu ressens du soulagement, tu ressens de la validation, tu ressens même du progrès. Mais tu n'as rien fait et cela crée une illusion. Tu commences à confondre intention et action. Et quand cela arrive, la motivation disparaît, avant même le premier pas. C'est pour cela que les stoïciens étaient connus pour quelque chose de très simple. Agir sans annonce, sans attente, sans dépendre de la motivation. Une action, puis une autre, puis encore une. La pratique ici est directe. Choisis une action simple et exécute-la. Cela peut être petit, lire quelques pages, organiser un tiroir, commencer quelque chose que tu as déjà décidé. Le point n'est pas la taille, c'est l'exécution. Parce que chaque fois que tu accomplis une action, tu envoies un signal clair à ton esprit. Je fais ce qui doit être fait. Et plus cela se répète, moins tu dépends de la motivation, et plus tu construis quelque chose de bien plus solide, une confiance fondée sur des preuves. Garde cela en tête, tu n'as pas besoin de réfléchir davantage pour commencer, tu dois agir pour arrêter de trop réfléchir. Et au moment où cela devient une habitude, tu cesses d'attendre le bon moment, et tu commences à avancer avec fermeté, même sans garantie. Leçon 5. Traite ta vie comme une priorité. Après tout cela, il existe une question qui organise tout le reste. Comment est-ce que tu te traites à l'intérieur de ta propre vie? Pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu maintiens. Parce que la valeur personnelle n'est pas quelque chose que tu déclares, c'est quelque chose qui apparaît dans la manière dont tu te priorises. Pense à ta journée. Combien de fois tu ajustes ce que tu avais décidé parce que quelque chose de plus important est apparu? Combien de fois tu reportes quelque chose à toi pour répondre à ce qui est extérieur? Combien de fois tu remets à plus tard ce que, au fond, tu sais construire ta vie? Et sur le moment, ça ne semble pas grave. Mais quand ça se répète, ça devient un schéma. Et le schéma est simple, tout passe avant toi, même toi. Marc Aurèle écrivait « Vis en accord avec cela, tiens tes promesses ». Et il y a un détail dans cette phrase qui change tout. Une promesse définit une priorité. Parce que chaque fois que tu ne respectes pas quelque chose que tu as décidé pour toi, tu ne fais pas que réorganiser ta journée. Tu es en train de repositionner ta propre valeur. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Ce qui dépend de toi doit être traité avec sérieux. Ton temps dépend, tes choix dépendent, ta direction dépend. Et quand tout cela est constamment remis à plus tard, ton propre esprit apprend une chose. Ce n'est pas une priorité. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te traiter comme quelqu'un de remplaçable dans ta propre routine. On peut toujours s'adapter, on peut toujours céder, on peut toujours revenir en arrière. Et ça ne reste pas dans la journée, ça reste en toi, parce que c'est la répétition, et la répétition construit l'identité. Maintenant, ramène cela à une situation simple. Si quelqu'un te promet quelque chose tous les jours, et que tous les jours il se passe quelque chose de plus important, combien de temps tu prends cette personne au sérieux? Alors pourquoi serait-ce différent avec toi? Ici entre un point stoïcien essentiel. La valeur n'est pas quelque chose que tu exiges, c'est quelque chose que tu pratiques. Ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question de mieux protéger. Épictète enseignait que celui qui ne définit pas ce qui est essentiel finit par se perdre dans ce qui est urgent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, mais tu dois arrêter de vivre comme si tout était plus important que ce qui soutient ta vie. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui définit où tu arrives, c'est ce que tu choisis de ne pas abandonner. Et cela change la manière dont tu agis. Tu commences à dire plus de non. Tu commences à maintenir des décisions simples. Tu commences à protéger ton temps, ton énergie et ta direction. Pas par rigidité, mais par clarté de priorité. Et peu à peu, quelque chose se réorganise. Tu arrêtes de te mettre en dernier. Tu arrêtes de vivre uniquement en réaction. Tu arrêtes d'ajuster tout pour rentrer n'importe où.
et tu commences à construire quelque chose de plus solide, le respect de toi-même. La pratique ici n'est pas de faire plus, c'est de choisir une chose qui compte et de ne pas y renoncer aujourd'hui. Parce que chaque fois que tu fais cela, ta valeur cesse d'être quelque chose que tu cherches à l'extérieur et devient quelque chose que tu établis à l'intérieur. Garde ça en tête. Tu ne perds pas de valeur parce que le monde ne te reconnaît pas. Tu la perds quand tu te traites comme quelqu'un qu'on peut laisser pour plus tard. Et quand cela change, ta vie commence à suivre la manière dont tu te positionnes. Leçon 6. La loi de la responsabilité totale. Il existe un moment dans la vie où tout commence à changer, et cela n'a rien à voir avec la chance, ni avec le timing, ni avec le fait que le monde coopère enfin. Cela a à voir avec un type de décision qui ne fait presque aucun bruit, mais qui change complètement la façon dont tu te déplaces, le moment où tu dis « à partir d'ici, j'assume ». Tu assumes ce qui s'est passé, tu assumes ce qui a mal tourné, tu assumes ce qui doit être fait maintenant, sans attendre une explication parfaite, sans être à 100% prêt, sans attendre le moment idéal, sans attendre que quelqu'un vienne résoudre à ta place. Parce qu'il existe une règle simple mais puissante, tout ce que tu assumes commence à te donner de la force, et tout ce que tu évites commence à te contrôler. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Regarde à l'intérieur. À l'intérieur de toi se trouve la source du bien, et elle peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Et cette idée change complètement la façon dont tu te positionnes, parce qu'elle enlève le focus de ce qui est à l'extérieur et remet tout à l'unique endroit où il existe un vrai pouvoir, toi. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'attendre le scénario idéal, tu n'as pas besoin de la réponse parfaite, tu n'as pas besoin que tout soit clair, aligné, favorable. Tu as besoin d'accéder à ce qui existe déjà en toi et d'agir à partir de là. Et c'est exactement là que naît la confiance en soi. Pas quand tout est sous contrôle, mais quand tu comprends que, même sans contrôle total, tu restes responsable de ta réponse. Et cela change la façon dont tu lis ta propre vie. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie à essayer d'expliquer ce qui est déjà passé. Et tu commences à diriger ton énergie vers ce qui peut encore être fait. Et ce changement, presque imperceptible, change tout. Parce que la vie ne va pas toujours se passer comme tu l'as planifié. Les gens ne vont pas agir comme tu l'attends. Les résultats ne vont pas arriver au moment que tu voudrais. Mais malgré tout, il existe un point qui ne disparaît jamais. La façon dont tu réponds à ce qui arrive. Et quand tu assumes vraiment ce point, tu arrêtes de te perdre. Tu ne bloques plus quand quelque chose sort de ce que tu avais prévu. Tu n'entres plus dans ce cycle de doute, d'explication, de report. Tu t'ajustes et tu continues. Et cela, avec le temps, construit quelque chose de beaucoup plus solide que la motivation. Cela construit une identité. Si tu regardes tout ce que nous avons vu jusqu'ici, il existe une ligne claire. Tu construis ton caractère quand tu soutiens ce que tu décides. Tu te renforces quand tu arrêtes de t'attaquer tout le temps. Tu gagnes en direction quand tu cesses de dépendre du regard des autres. Tu gagnes en constance quand tu commences à agir, même sans garantie. Tu récupères ta propre valeur quand tu arrêtes de te mettre en dernier. Tout cela, ce ne sont pas des idées séparées. C'est le même mouvement qui se produit à des niveaux différents. Le mouvement de revenir vers toi et d'arrêter d'abandonner ce qui dépend de toi. Et c'est cela qui change le type de vie que tu construis, parce qu'à partir de ce point, tu n'attends plus de te sentir prêt pour agir. Tu agis et tu deviens prêt dans le processus. Tu n'attends pas la confiance pour commencer. Tu construis la confiance parce que tu as commencé. Tu ne dépends plus de la validation pour décider. Tu décides et tu apprends à soutenir cela. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, quelque chose change profondément. Tu commences à te faire confiance. Pas parce que tout fonctionne, mais parce que tu comprends que, quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonnes pas au milieu du chemin. Et c'est cela qui soutient tout. Peut-être que tu ne vas pas tout résoudre aujourd'hui, mais il existe toujours un petit point qui dépend encore de toi. Et c'est là que tout commence. Alors, dans les prochains jours, au lieu d'essayer de mieux expliquer ce qui s'est passé, fais quelque chose de plus simple et de plus difficile en même temps. Assume une partie et agis dessus, sans annonce, sans ajustement inutile, sans attendre le scénario parfait. Agis tout simplement. Parce que c'est dans cette répétition silencieuse que ta vie commence à changer de direction. Et il arrive un moment où tu comprends que tu n'es plus en train d'attendre que la vie se produise pour ensuite te sentir prêt.
tu es déjà en mouvement. Et quand cela arrive, la confiance en soi cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient quelque chose qui t'accompagne. Laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu la sensation que trop penser vous empêche de mieux vivre? Vous analysez tout, vous anticipez des scénarios, vous revenez sans cesse aux mêmes idées et vous n'avancez pas. Plus vous bloquez, plus vous vous sentez mal. L'esprit s'accélère, le corps se fatigue, et la journée devient un cycle qui se répète et vous maintient exactement au même endroit. De l'extérieur, personne ne s'en rend compte. Vous continuez à parler, à travailler, à répondre. Mais à l'intérieur, vous êtes en débat permanent avec votre propre tête, à essayer de vous calmer, à essayer de vous convaincre, à essayer de comprendre ce que vous ressentez. Quand l'anxiété prend le contrôle, vous ne décidez plus avec clarté. Vous réagissez pour sortir de la panique. C'est là que la peur commence à commander à la place de la raison. Vous ne choisissez pas ce qui est juste. Vous choisissez ce qui fait le moins mal à cet instant. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Un esprit agité n'est pas un esprit plus conscient. C'est un esprit hors de contrôle. Il déforme la réalité, exagère les risques, crée des urgences qui n'existent pas et vous pousse à réagir à ce qui pourrait mal tourner, pas à ce qui se passe maintenant. C'est pour cela que l'entraînement n'a jamais été d'éliminer les émotions. C'est impossible. L'entraînement a toujours été autre chose. Ressentir sans obéir, penser sans se perdre, remettre la raison aux commandes même quand l'émotionnel tente d'imposer ses règles. Le tournant commence quand vous comprenez quelque chose de simple. Ce n'est pas la vie qui est hors de contrôle, c'est votre attention. Tant qu'elle reste prisonnière de l'anxiété, vous continuerez à beaucoup penser et à peu agir. Mais quand vous apprenez à faire une pause, à reconnaître ce que vous ressentez et à choisir votre réponse avec clarté, le cycle commence à se briser. Vous n'avez pas besoin de penser davantage. Trop penser est déjà ce qui vous a amené jusqu'ici. Ce qui change maintenant, c'est la manière dont vous vous positionnez face à vos pensées et non face à vos émotions. C'est le début de la maîtrise intérieure. Ce n'est pas faire taire les émotions, c'est décider qui conduit quand elles apparaissent. Quand l'esprit s'accélère et que l'anxiété met la pression, vous ne réagissez pas sous l'impulsion. Vous observez, vous choisissez et vous répondez. C'est ainsi que la raison reprend les commandes. Ce n'est qu'à partir de là que les principes stoïciens cessent d'être de la théorie et commencent à fonctionner. Et pour marquer cela de manière simple, écrivez dans les commentaires un seul mot, contrôle. Écrivez-le pour transformer une intention vague en un engagement explicite. Maintenant, passons au premier principe. Numéro 1. La vie n'est pas une compétition. Il existe une erreur silencieuse qui détruit plus de personnes que n'importe quel échec extérieur. La comparaison constante. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton esprit, tout le temps, presque sans que tu t'en rendes compte. Tu te réveilles, tu regardes ta propre vie, et avant même de commencer ta journée, tu te sens déjà en retard. Quelqu'un va mieux, quelqu'un est allé plus vite, quelqu'un semble plus accompli, plus confiant, plus stable. Et soudain, ton esprit commence à travailler contre toi. La comparaison permanente n'est pas un problème de réalité, c'est un problème d'interprétation. Tu ne vis pas la vie de l'autre, mais tu te juges comme si tu étais dans sa course. Et personne ne peut te trahir, te blesser ou t'étouffer autant que ton propre esprit, quand tu n'apprends pas à le gérer. Tu peux avoir des ennemis à l'extérieur, tu peux avoir des personnes qui te déçoivent, qui échouent avec toi, qui te frustrent, même des personnes qui te provoquent en permanence. Mais aucune d'entre elles n'a le pouvoir de t'affaiblir, autant que ton propre esprit quand il commence à se mesurer avec le mauvais critère. Parce que la comparaison crée un piège cruel. Tu commences à vivre en regardant sur le côté, pendant que ta propre route est oubliée. C'est comme essayer de courir en regardant la piste de l'autre. Tu trébuches, non pas parce que tu es incapable, mais parce que ton attention est au mauvais endroit. L'esprit anxieux fait exactement cela. Il ne te demande pas où tu étais hier. Il ne prend pas en compte ce que tu as surmonté. Il ignore ton contexte, ton histoire, tes batailles intérieures. Il répète seulement « tu devrais être plus loin ». Et cette phrase, répétée chaque jour, crée de la culpabilité, de la précipitation et de l'auto-sabotage. Tu commences à agir non pas à partir de la clarté, mais à partir de la comparaison. Tu ne choisis pas ce qui a du sens pour toi,
tu choisis ce qui semble prouver ta valeur aux autres. Épictète avertissait de cela de manière directe. Si tu veux être invincible, ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. Cette phrase est un code de sagesse, parce qu'au moment où tu te mesures au regard des autres, tu remets ta paix entre leurs mains. La comparaison ne te motive pas, elle te fragmente. Elle te fait douter de toi, précipiter les processus, accepter moins que ce que tu mérites ou abandonner avant d'avoir mûri. Et c'est ici qu'arrive le tournant qui change tout. L'anxiété ne naît pas d'un manque de capacité, elle naît d'un excès de comparaison. Tu n'es pas en retard, tu es hors de ton propre rythme. Quand tu comprends cela, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur. L'esprit ralentit, le corps se détend et tu arrêtes de lutter contre ton propre parcours. L'antidote n'est pas de t'isoler du monde, c'est de changer le critère. Remplacer la question « Comment je vais par rapport aux autres ?» par « Comment je vais par rapport à la personne que j'étais ?» Cela rend le pouvoir, cela rend la direction, cela rend le calme. Aujourd'hui, fais un accord simple avec toi-même. Ne compare pas les coulisses avec la scène. Ne compare pas le processus avec le résultat. Ne compare pas ta phase difficile avec le meilleur moment de quelqu'un. Si tu entends ces mots maintenant, peut-être que c'est exactement le moment de faire ce pas. Écris ici en commentaire. Je choisis de me concentrer sur moi. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te comparer, ton esprit arrête de t'attaquer et commence enfin à travailler en ta faveur. 2. Tu n'as pas été fait pour tout contrôler. Combien de fois t'es-tu déjà senti anxieux en essayant de contrôler ce qui n'était pas entre tes mains, en tentant d'anticiper, d'ajuster et de définir ce qui n'est même pas encore arrivé? L'esprit ne supporte pas la sensation d'incertitude et essaie de combler ce vide avec des scénarios, des hypothèses et des prévisions. Et si ça se passait mal? Et si la personne réagissait mal? Et si tout échappait au contrôle? Et ce « et si » qui ressemble au départ à de la prudence, se transforme en un état permanent de vigilance, comme si tu devais être prêt à tout le temps. Le problème n'est pas de penser à l'avenir, c'est naturel. Le problème, c'est d'essayer de le dominer avant l'heure. Le stoïcisme a toujours été très clair sur ce point, parce qu'il sépare la vie en deux parties bien distinctes, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi tout simplement. Quand tu mélanges ces deux choses, l'esprit entre en conflit, parce qu'il exige du contrôle là où il n'existe que de l'imprévisibilité, et cette confusion est l'une des plus grandes sources d'épuisement émotionnel qui existent. Tu peux te préparer, tu peux te positionner, tu peux agir avec intention, tu peux choisir tes attitudes, mais tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, le timing des choses, le déroulement exact des événements, ni la manière dont le monde va répondre à tes choix. Et quand tu essaies de contrôler ce territoire qui ne t'appartient pas, l'esprit passe en alerte permanente, comme quelqu'un qui essaie de retenir l'eau avec ses mains. Plus il serre, plus elle s'échappe, et plus elle s'échappe, plus il force, jusqu'à finir fatigué et frustré. L'anxiété, c'est ça, de l'énergie dépensée à tenter de contenir ce qui ne se laisse pas contenir. Le tournant commence quand tu comprends quelque chose de simple, mais de profond. Le contrôle n'est pas le pouvoir sur tout. Le contrôle, c'est savoir où investir ton énergie. Épictète l'enseignait avec clarté. Pour lui, la sérénité ne venait pas du fait de dominer le monde, mais de dominer sa propre réponse au monde, parce que c'est là que se trouve ton véritable champ d'action. Quand tu lâches ce que tu ne contrôles pas, tu ne perds pas de force, tu la récupères. Toute l'énergie qui était dispersée à essayer de prévoir l'imprévisible revient vers ce qui transforme réellement. Ton attitude, ton effort, ta préparation, ton caractère, ta manière de réagir à ce qui se présente devant toi. Et quand cela se produit, quelque chose se réorganise à l'intérieur. L'esprit ralentit parce qu'il n'a plus besoin de tout surveiller. Le corps se détend parce qu'il n'est plus en mode de menace constante. La vie cesse d'être un champ de bataille et redevient un chemin. Accepter, ce n'est pas baisser les bras. C'est arrêter de se battre contre la réalité. C'est comprendre que tenter de contrôler le climat, la santé, le comportement des autres ou le rythme de la vie ne te rend pas plus en sécurité, seulement plus fatigué. Et Marc Aurèle rappelait que la tranquillité naît quand tu diriges ta force uniquement vers ce qui dépend de toi, en accueillant le reste avec fermeté, pas avec résistance. Dans la pratique, cela commence de manière simple et concrète.
Quand une situation stressante surgit, avant de réagir, fais une pause courte et honnête et demande-toi « Qu'est-ce qui dépend de moi ici ?» et « Qu'est-ce qui n'en dépend pas ?» Ce qui n'en dépend pas, tu le lâches. Ce qui en dépend, tu l'assumes. Rien que cette distinction rend déjà de la clarté, parce que tu arrêtes de lutter contre le monde, et tu commences à travailler avec ce que tu peux réellement diriger. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne te diminue pas, ça te renforce. Ça te rend le focus, l'énergie et la présence, parce que quand tu arrêtes d'essayer de retenir la rivière, elle cesse de t'emporter et tu apprends à la traverser en choisissant où poser le pied. Et c'est ainsi que l'esprit s'apaise, non pas parce que tout s'est résolu, mais parce que tu as enfin cessé de gaspiller ta force là où elle n'a jamais eu d'effet, et que tu as commencé à l'investir exactement là où elle change tout. 3. Avant d'abandonner, fais le premier pas. Beaucoup d'abandons ne se produisent pas dans le monde réel. Ils se produisent avant, dans le langage que tu utilises à l'intérieur de ta propre tête. Tu n'as même pas essayé, mais tu as déjà décidé que ça n'allait pas marcher. Si je ne suis pas pris, j'abandonne. Je ne vais même pas postuler parce que je ne suis probablement pas le bon profil. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est que ce n'est pas pour moi. Observe le mouvement. Tu es déjà en train de vivre la sensation de l'échec comme si elle était certaine. L'esprit crée un scénario extrême, transforme la tentative en jugement, et pour éviter la sensation de se sentir petit, il choisit de ne pas agir, sauf que ce n'est pas un manque de capacité. C'est une intolérance au commencement. C'est comme quelqu'un qui refuse d'entrer dans l'eau parce qu'elle est froide. Ce n'est pas que la personne ne sait pas nager, c'est qu'elle ne veut pas passer par les premières secondes, et ces secondes deviennent une barrière imaginaire, alors qu'en réalité, elles ne sont que la porte d'entrée. Parce qu'une fois que tu entres, le corps s'adapte, la respiration se règle, et ce qui semblait impossible devient normal. Mais celui qui recule devant le froid ne découvre jamais cela. L'esprit anxieux fonctionne ainsi, il survalorise le début difficile et sous-estime complètement l'adaptation. Alors il crée des règles rigides pour se sentir en contrôle. Si ce n'est pas sûr, ça ne vaut pas la peine. Si ce n'est pas garanti, mieux vaut ne pas y aller. Si ce n'est pas parfait, c'est un échec. Sauf que ces règles ne te protègent pas. Elles te rétrécissent. Elles n'évitent pas la douleur. Elles évitent la croissance. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie pour éviter le frottement. C'est une philosophie pour ne pas être gouverné par lui. Marc Aurèle n'a pas écrit pour te convaincre d'être invincible. Il a écrit pour te rappeler que la vie réelle exige un mouvement conscient, même avec le cœur qui s'accélère, même avec la main qui tremble un peu. Et c'est pour cela que le virage pratique ici n'est pas de devenir courageux, mais d'arrêter d'utiliser la peur comme juge, parce que la peur est un avertissement, pas une sentence. Et quand tu remplaces la pensée « tout ou rien » par une lecture plus honnête, le jeu change. Pas « si je ne réussis pas, c'est fini », mais « si je ne réussis pas, je reviendrai en sachant comment ça fonctionne ». Pas « si je ne postule pas, je me protège », mais « si je postule, je m'entraîne ». Tout à coup, l'action cesse d'être un test de valeur personnelle et devient une construction, devient de l'expérience, devient de la maturité, et c'est là que l'anxiété commence à perdre son carburant, parce que le risque cesse d'être un verdict et devient une expérience. Pense à l'objectif d'un appareil photo quand il est hors focus. Tout paraît menaçant, déformé, trop grand. Mais quand tu ajustes la mise au point, la même scène devient nette, et tu vois ce qu'il faut faire. Thich Nhat Hanh disait que la conscience est comme le soleil. Quand elle éclaire les choses, elle se transforme. Et ici, la conscience n'est pas de méditer sur la peur, c'est de percevoir le moment exact où tu abandonnes dans ton imagination ce qui n'a même pas encore commencé dans la réalité. C'est voir ton propre déclencheur et ne pas lui obéir automatiquement. Parce que combien de fois as-tu terminé une histoire avant d'écrire le premier paragraphe? Combien de fois as-tu abandonné, non pas parce que tu as essayé et échoué, mais parce que tu as décidé par avance que ça ne valait pas la peine d'essayer? Alors aujourd'hui, fais différemment. Ne promets pas le courage, promets la présence. Entre dans l'eau même froide, fais le premier pas même inconfortable, parce que la vie ne répond pas à ta garantie, elle répond à ton mouvement. Et quand tu arrêtes d'exiger la certitude pour agir, tu ne deviens pas parfait, tu deviens constant. Et c'est la constance qui ouvre le chemin. 4. Cesse d'être un figurant
et prends le contrôle de ta vie. Quand tu n'assumes pas le rôle d'auteur de ta propre histoire, quelque chose se produit presque sans que tu t'en rendes compte. Ton esprit endosse le rôle de répétiteur. Il répète de vieilles pensées, de vieilles décisions, des réactions qu'il connaît déjà, non pas parce que c'est bon pour toi, mais parce que cela demande moins d'énergie que de créer quelque chose de nouveau. Et c'est exactement là que l'auto-sabotage s'installe. Tu ne fais pas ça parce que tu veux te nuire, tu le fais parce que l'esprit fonctionne en mode automatique. Et ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de direction consciente. L'esprit préfère répéter un scénario connu, même mauvais, plutôt que d'affronter l'inconfort d'écrire un nouveau chapitre. Pense-y comme ceci. C'est comme écouter toujours la même musique en boucle. Tu ne l'aimes même plus, mais elle continue de jouer parce que c'est la seule enregistrée dans la playlist. Tant que tu ne choisis pas une autre musique, le son ne change pas. L'auto-sabotage fonctionne de la même manière. Il apparaît pour combler un vide précis, le vide de sécurité, de reconnaissance, de contrôle ou de protection émotionnelle. C'est pour cela que le point central n'est pas le comportement en lui-même, c'est le besoin qu'il essaie de satisfaire. Parfois, l'auto-sabotage te protège de la peur d'échouer à nouveau. Parfois, il évite la frustration d'essayer et de ne pas être reconnu. Parfois, il évite le risque de s'exposer, de se positionner, d'assumer une responsabilité. Tant que tu ne perçois pas cela, tu continues à réagir à ta propre histoire, comme quelqu'un qui relit toujours le même chapitre, en espérant que la fin change toute seule. Les stoïciens avaient une vision très claire de ce type de répétition. Pour eux, la liberté n'était pas de faire ce que l'on voulait, c'était d'agir avec conscience. Et la conscience commence quand tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais. Épictète enseignait que personne n'est dominé par les faits, mais par les habitudes qu'il crée pour y faire face. Quand l'habitude est inconsciente, la vie semble arriver sur toi. Quand l'habitude est consciente, c'est toi qui conduis. Devenir l'auteur de sa propre histoire ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie choisir délibérément la manière dont tu réponds. C'est sortir du rôle du personnage qui ne fait que réagir à l'ancien scénario et assumer le rôle de celui qui écrit la prochaine étape. Concrètement, cela commence par une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que cette attitude cherche à éviter? Quand tu procrastines, qu'est-ce que tu évites de ressentir? Quand tu abandonnes vite, de quoi te protèges-tu? Quand tu te sabotes, quel besoin essaies-tu de satisfaire? Répondre à cela avec honnêteté change tout. Parce qu'à partir de là, tu ne luttes plus contre le comportement, tu remplaces sa fonction. Si l'auto-sabotage évite le rejet, tu apprends à t'exposer avec plus de préparation. S'il évite la frustration, tu apprends à ajuster tes attentes. S'il évite la responsabilité, tu apprends à prendre des engagements plus petits mais constants. Marc Aurèle a écrit quelque chose d'extrêmement pratique à ce sujet. Ta vie devient ce que tes pensées en font. Et les pensées, lorsqu'elles ne sont pas questionnées, deviennent un scénario. Être auteur, c'est interrompre ce scénario automatique, c'est comprendre que le passé explique, mais ne commande pas, que la peur avertit, mais ne décide pas, que le vide indique un besoin, pas une condamnation. Quand tu fais cela, l'auto-sabotage perd de l'espace, parce qu'il n'est plus nécessaire, il n'a plus de fonction. Et c'est à ce moment-là que l'anxiété commence à reculer, parce que l'esprit cesse de lutter contre lui-même et commence à travailler avec toi. Aujourd'hui, assume l'autorité de ta propre histoire, parce que lorsque tu écris la prochaine étape avec conscience, les chapitres de ta vie cessent de se répéter et commencent, vraiment, à avancer. 5. Arrête de porter des souvenirs qui ne font que te blesser. Ce qui te retient le plus dans le passé, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont ton esprit continue de raconter cette histoire. Le fait appartient au passé, mais le récit reste actif. Il répète le même ton, la même conclusion, la même étiquette sur qui tu es, chaque fois que quelque chose dans le présent touche ce point ancien. Tu ne revis pas la douleur parce qu'elle existe encore, tu la revis parce que, sans t'en rendre compte, tu relis le même scénario intérieur chaque fois que ce souvenir est activé. La même phrase, la même interprétation, la même identité sans cesse réaffirmée. L'esprit anxieux fait cela avec une précision chirurgicale. Il prend un épisode difficile et le transforme en définition personnelle. Cela cesse d'être quelque chose qui m'est arrivé et devient cela explique qui je suis. Et c'est exactement là que l'auto-sabotage naît.
non pas parce que tu serais brisé, mais parce que tu essaies de vivre le présent en utilisant une carte dessinée dans le passé. Épictète avertissait de cela de façon directe lorsqu'il disait que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Le fait est terminé, le jugement continue d'opérer. Chaque fois que tu te dis intérieurement « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu », tu figes le temps. Tu empêches cette expérience d'accomplir le seul rôle qui pourrait la rendre utile, t'enseigner, puis rester derrière toi. Il existe une différence profonde entre se souvenir et se définir. Se souvenir est une conscience. Se définir est une prison. Un esprit qui n'apprend pas à réécrire des souvenirs douloureux vit comme quelqu'un qui relit sans cesse le même chapitre en attendant une fin différente, sans se rendre compte que le problème n'est pas dans le chapitre, mais dans l'endroit où le livre reste ouvert. Pense à une fenêtre embuée, tu regardes dehors et tout semble déformé, lourd, menaçant. Mais le monde n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la vitre. Quand tu nettoies la fenêtre, le paysage est le même, mais la lecture change complètement. Réécrire les souvenirs fonctionne ainsi. Guérir, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, c'est changer le point d'observation. C'est arrêter de regarder le passé comme une sentence et commencer à le voir comme un processus. C'est pour cela qu'une phrase résume bien cela. Prend tout son sens lorsqu'on la comprend en profondeur. Au lieu de dire « je suis endommagé », dis « je suis en train de guérir ». Au lieu de « je suis brisé », dis « je suis en train de me redécouvrir ». Ce n'est pas de la pensée positive creuse, c'est un repositionnement intérieur. La mémoire n'est pas un bloc rigide, elle répond à l'état émotionnel avec lequel on y accède. Si tu revisites une douleur en te disant « cela m'a détruit », le corps réagit comme si cela se produisait encore. Mais lorsque tu y reviens en te disant « cela m'a traversé, mais cela ne me définit pas », quelque chose change. Le souvenir perd sa charge, perd son emprise, perd son autorité sur le présent. Marc Aurèle l'a écrit avec une simplicité brutale. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Et les pensées répétées deviennent un sol émotionnel. Et c'est sur ce sol que tu marches chaque jour. Réécrire des souvenirs douloureux n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est reconnaître que tu as survécu, traversé, appris, même si cela a fait mal. C'est remplacer la question « pourquoi cela m'est arrivé ?» par « qu'est-ce que cela m'a appris sur moi ?» Ce changement rend le pouvoir. En pratique, commence petit. Quand le souvenir apparaît, observe l'étiquette que tu te colles et consciemment change-la. Pas « je suis méfiant », mais « j'ai appris à me protéger. Maintenant je peux apprendre à faire davantage confiance. » Pas « je gâche tout », mais « j'étais blessé, maintenant je suis plus conscient. » Pas « cela m'a brisé », mais « cela m'a obligé à grandir. » Ce changement est le code de la sagesse. Le plus grand pouvoir que le stoïcisme puisse t'enseigner est que tu ne peux pas changer ton passé, ni à quel point tu as été blessé, mais tu peux changer la façon dont tu regardes cela, dont tu comprends cette phase de ta vie. Quand tu réécris le récit, ton changement n'est plus seulement temporaire, il devient structurel. Le passé cesse de te tirer en arrière et commence à te pousser vers l'avant. Et à partir de ce point, l'esprit cesse de te saboter avec de vieilles histoires et commence enfin à te soutenir. 6. Calme l'esprit. Reviens à l'instant présent. L'anxiété ne naît presque jamais de ce qui est en train de se passer maintenant. Elle naît lorsque ton esprit abandonne le présent et commence à vivre quelques minutes, quelques jours ou quelques scénarios en avance. Quand tu es anxieux, ce n'est pas parce que quelque chose de mauvais se produit à cet instant précis, c'est parce que ton esprit a quitté l'endroit où tu peux réellement agir et a commencé à simuler des futurs, anticiper des conversations, répéter des rejets, projeter des échecs, recycler des possibilités qui n'existent même pas encore, et pendant ce temps le présent, le seul point d'appui réel, reste vide. C'est pour cela que l'anxiété épuise autant. Le corps ne peut vivre qu'un instant à la fois, mais l'esprit essaie de porter toute la journée d'un seul coup. Être présent n'est pas un concept abstrait, ni un idéal spirituel lointain. C'est une compétence pratique, presque opérationnelle. Cela signifie ramener l'attention là où sont tes mains, vers ce que voient tes yeux, vers la décision qui est réellement devant toi maintenant. Les stoïciens étaient extrêmement clairs à ce sujet. Sénèque disait que l'être humain souffre davantage dans l'imagination que dans la réalité,
Parce que l'imagination ne respecte pas les limites du temps. Elle essaie de tout résoudre en même temps, et cela transforme n'importe quelle tâche simple en épuisement, n'importe quelle conversation en menace, n'importe quelle petite décision en énorme problème. Non pas parce que ces choses sont grandes, mais parce que tu essayes de les résoudre dans un temps qui n'est pas encore arrivé. C'est comme vouloir traverser tout un pont d'un seul coup, au lieu de simplement faire le prochain pas. Quand tu regardes le bout du pont, tu ressens de la peur. Quand tu regardes le pas suivant, tu peux avancer. Être présent, c'est cela. Diviser la vie en parties gérables. C'est remplacer la question « et si tout se passait mal ?» par « qu'est-ce qui est devant moi maintenant ?» Cet échange paraît simple, mais il change complètement la qualité de ton énergie. L'esprit anxieux déteste le présent parce que le présent ne nourrit pas les catastrophes. Dans l'instant, presque toujours, tu es en sécurité, tu respires, tu es capable. C'est pour cela que la présence réduit l'auto-sabotage. Quand tu es ici, il ne reste plus de place pour des histoires exagérées, ni pour des jugements anticipés. Et dans la pratique, la présence n'exige ni rituels complexes, ni changements radicaux. Elle commence par de petits retours. Avant de répondre à un message difficile, arrête-toi et relis. Avant de prendre une décision impulsive, observe le corps et la respiration. Avant de te juger trop durement, regarde ce qui a déjà été fait aujourd'hui, pas tout ce qu'il reste encore à faire. Ces petits ajustements réorganisent l'esprit. Ils te sortent du futur imaginaire et te ramènent au seul endroit où le choix existe. Thich Nhat Hanh disait que la conscience transforme tout ce qu'elle touche, et ce n'est pas de la poésie, c'est de la pratique. Quand tu amènes l'attention dans l'instant, la tension diminue, le rythme ralentit, et les décisions deviennent plus claires. Être présent ne résout pas tous les problèmes de la vie, mais cela empêche que tu crées des problèmes qui n'existent pas encore. C'est ainsi que le calme cesse d'être une belle idée et devient une posture concrète face à la journée. Alors, quand tu remarques que l'esprit s'accélère, qu'il commence à anticiper, à dramatiser ou à se perdre dans des scénarios, fais quelque chose de simple et de ferme. Reviens à ce qui est entre tes mains maintenant. Parce que lorsque tu apprends à rester présent, l'anxiété perd de l'espace et ton esprit recommence à travailler en ta faveur. 7. Prends le commandement de tes choix. Il existe un moment, juste avant toute décision, où l'anxiété a l'habitude de s'infiltrer. Pas en faisant du bruit, mais en créant de l'urgence, de la précipitation, en installant la sensation que tu dois choisir vite, régler vite, sortir vite de cet inconfort. Décider avec clarté et décider sous l'effet de l'anxiété sont deux choses complètement différentes. L'anxiété ne décide pas ce qui est le mieux, elle décide ce qui fait le moins mal maintenant. C'est pour cela que tu repousses des conversations importantes, que tu acceptes moins que ce que tu mérites, que tu restes dans des situations dont tu sais déjà qu'elles n'ont plus de sens, que tu changes de plan en cours de route, que tu abandonnes trop tôt. Pas parce que tu as analysé avec lucidité, mais parce que tu avais besoin d'arrêter de sentir cette oppression dans la poitrine, à cet instant précis. C'est une décision anesthésiante. Elle fonctionne comme un médicament qui enlève la douleur rapidement, mais ne traite pas la cause. Le soulagement arrive, mais le problème reste là, intact, en attente de la prochaine occasion de réapparaître, souvent plus fort. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Agir sous l'impulsion émotionnelle, c'est remettre le commandement de sa vie au moment le plus instable de l'esprit. Épictète disait que lorsque l'émotion gouverne la décision, la raison arrive trop tard, uniquement pour gérer les conséquences. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu décides pour fuir l'inconfort, tu règles le présent et tu compromets l'après. Pense à quelqu'un qui choisit toujours le chemin le plus court pour éviter une montée raide. Au début, cela paraît plus facile, moins fatigant, plus sûr. Mais quelques mètres plus loin, le raccourci se ferme, oblige à faire demi-tour, et l'effort qui semblait épargné double. Les décisions prises sous l'anxiété fonctionnent ainsi. Elles évitent l'effort initial et allongent le parcours. Quand tu décides à partir de la peur, tu ne choisis pas le meilleur scénario. Tu choisis celui qui exige le moins d'affrontements à ce moment-là. Sauf que la vie ne répond pas au confort, elle répond à la cohérence. Et chaque fois que tu fuis l'inconfort nécessaire, il réapparaît plus tard sous forme de frustration, de regret ou de sensation de stagnation. Marc Aurèle rappelait que l'être humain souffre davantage lorsqu'il fuit ce qui doit être fait que lorsqu'il affronte ce qui doit être traversé, parce que la fuite crée une tension continue,
tandis que l'action crée une clôture. Décider avec clarté peut faire mal au début, mais soulage ensuite. Décider pour fuir soulage au début, mais fait payer ensuite. Le basculement se produit lorsque tu apprends à te poser une question simple avant de décider: ce choix naît-il de la clarté ou du besoin d'arrêter de ressentir l'inconfort, maintenant? S'il naît de la clarté, avance même avec la peur. S'il naît de la fuite, fais une pause, parce que tu es probablement sur le point de répéter un ancien schéma. La décision consciente n'est pas l'absence d'émotion, c'est ne pas permettre à l'émotion de prendre le volant. C'est ressentir la peur et choisir quand même ce qui construit. C'est ressentir l'insécurité et se positionner malgré tout. C'est avoir envie d'éviter et traverser quand même. Quand tu commences à décider depuis cet endroit, quelque chose change profondément. L'anxiété continue d'apparaître, mais elle perd de sa force, parce qu'elle comprend qu'elle ne commande plus. Tes choix cessent d'être des réactions et deviennent une direction. Et la direction crée quelque chose que l'anxiété déteste, la stabilité intérieure. Observe tes prochaines décisions, pas les grandes, les petites, et vois si tu choisis pour fuir l'inconfort ou pour construire ce qui compte. Parce qu'au fond, l'anxiété n'a pas besoin de disparaître, elle a seulement besoin d'arrêter de décider à ta place. Merci d'avoir regardé.